Nous allons continuer nos rappels avec quelque chose encore plus proche de la statistique, donc les tests paramétriques. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un test? Quand est-ce qu'on peut parler d'erreur de test, etc. Donc, pour donner un petit cadre, donc, il y a une expérience statistique qui est caractérisée par une observation X. X a des valeurs dans un espace probabilisé et puis on lui associe une famille de lois de probabilité. Cette association, elle est a priori, si vous voulez. On dit, voilà, on a associé cette famille de lois de probabilité. Les lois de probabilité sont P-θ, avec θ un élément de la famille de lois de probabilité. θ majuscule, c'est un sous-ensemble de R puissance D. Ça veut dire ici qu'il y a des paramètres en fait. Toute petite θ, il est composé de des paramètres. On considère que le θ majuscule décrit de manière exhaustive tout ce qui peut se passer. Et donc, le principe de test statistique, c'est de se dire, on a observé X et on veut savoir si une certaine propriété de la loi du X est vérifiée ou non. Attention, donc ce qu'on observe, c'est une réalisation du X. Et on doit le but, c'est d'inférer des propriétés sur la loi du X. On ne peut pas observer la loi du X. Donc on observe juste une réalisation. On veut dire des choses sur la loi du X. Très bien. Une façon de dire des choses sur la loi du X, c'est de savoir est-ce que la loi a des propriétés qui sont communes à tous les petits états qui sont en θ0. Donc on veut savoir en gros si petit θ, qui est la loi du X, qui est le paramètre déterminant la loi du X, appartient à θ0. D'accord? Donc à nouveau, on veut, à travers une observation du X, savoir est-ce que la loi du X a un paramètre qui se trouve dans un ensemble θ0 de toutes les lois qui satisfont certaines propriétés. Donc la terminologie, c'est la suivante. On teste ce qu'on appelle une hypothèse nulle, qui est notée H0, de dire oui, petit θ est dans θ0. Ça veut dire oui, la loi du X a la propriété qu'on cherche. Mais on n'est pas sûr. Et l'alternative, ça serait que non, la loi du X n'a pas la propriété qu'on cherche. L'alternative, elle n'est pas donnée H0, parce que ça serait un peu contradictoire. Elle est notée autrement. Autrement, c'est soit H1 ou HA. On note H1 lorsqu'on a besoin d'indexer, hein, donc c'est 0,1, etc. Et HA quand on peut parler facilement de deux indices différents. Très bien, donc θ0 c'est les propriétés qu'on regarde, θ1 c'est les autres propriétés qu'on ne regarde pas, et on voudrait savoir où se trouve θ. Donc l'hypothèse nulle c'est θ appartient à θ0, l'hypothèse alternative c'est θ appartient à θ. On a une partition de θ en deux ensembles, θ0 et θ1, et donc effectivement θ0 et θ1 sont des sous-ensembles de θ, et puis il n'y a pas d'intersection. L'intersection est nulle. On ne peut pas avoir l'hypothèse nulle vraie et l'hypothèse alternative vraie. Construire un test, c'est la chose suivante. Donner une procédure, ça veut dire spécifier une fonction phi, telle que phi, c'est la fonction indicatrice d'un certain ensemble. Ça veut dire en fait, finalement, on donne un ensemble. On donne un ensemble R qui est appelé région de rejet, ou qui a la propriété suivante. Si jamais la fonction phi de x égale 0, ça veut dire que x n'appartient pas à R. Et dans ce cas-là, on accepte l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle n'est pas rejetée. Si x appartient à R, donc on a spécifié l'ensemble R, alors on n'accepte pas l'hypothèse nulle,
on dit que il y a des raisons que les données peuvent être consistantes avec une hypothèse alternative. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de trouver une fonction, un certain calcul, on fait des calculs à partir de x, et le calcul a deux résultats. Soit x, il va être dans une certaine région où on n'accepte pas l'hypothèse nulle, soit x ne va pas être dans la région, et alors on continue à accepter l'hypothèse nulle. Et donc finalement, voilà, les résultats vont être 0, 1, c'est une décision. Très bien. Les tests donc, prennent une décision à partir des valeurs de x. Il y a effectivement des tests triviaux qui rendent toujours la valeur 0, toujours la valeur 1. Ça veut dire qu'il y a des tests qui disent toujours on garde l'hypothèse nulle, par exemple. Ça veut dire toujours x tombe dans R, ou si vous voulez, R, jamais x tombe dans R, par exemple, R est l'ensemble vide. Bon. Il y a des tests qui n'acceptent jamais l'hypothèse nulle. Ce sont des tests où finalement le résultat ne dépend pas de x, puisqu'on a dit toujours. Donc, ce sont des tests triviaux, on ne va pas parler de cela. Pour tous les autres tests, il y aura des possibilités d'accepter ou de ne pas accepter H0 ou H1. Et donc, puisqu'on ne donne pas toujours le résultat à 0 H1, mais la réalité est soit dans H0, soit dans H1, ça veut dire que parfois on va se tromper. Il est donc prévu qu'on se trompe. D'accord. Il y a des ensembles où H0 est vrai et on va le rejeter quand même. D'accord. Il y a, si vous voulez, il y a une chose dont on est sûr, c'est que parfois on va se tromper. D'accord. Donc par exemple, on va rejeter l'hypothèse nulle alors qu'elle était vraie. Donc on va rejeter à tort. Et donc, il ne faut jamais être trop direct quand on formule un résultat de ce type-là, parce que de toute façon, on sait que parfois on va se tromper. D'accord. Donc il faut être assez attentif au langage, dire pas H0 est fausse. On ne peut pas dire H0 est faux sur la base d'une observation, d'accord, même de 3 ou de 5, etc. Il faut toute l'infinité d'observations pour dire. Et donc, on dit, plutôt que de dire H0 est fausse, on va dire les données ne soutiennent pas l'hypothèse H0. Ça veut dire l'observation qu'on a eue, c'est celle-là, ne donne pas à penser qu'H0 est vrai. Mais peut-être que c'était une observation aberrante et que, en fait, H0 est vrai. Pareil, on ne dit pas on rejette H0, mais on va dire les données ne soutiennent pas l'hypothèse H0. La zone de rejet, donc c'est une notion donc associée à un test. On va l'appeler zone de rejet ou zone critique de test phi. C'est la zone où on n'accepte plus l'hypothèse A0. L'hypothèse A0, assez souvent, c'est une hypothèse qui n'est pas en bouleversement. C'est une hypothèse qui continue des hypothèses précédentes. Et donc, rejeter H0, c'est un changement. Garder H0, c'est normal. Juste encore un petit élément de langage. L'hypothèse H0H1, voilà, c'est pour ça parfois qu'on utilise H1 pour dire HJ, voilà, est dite simple si θJ est réduit en singleton. Ça veut dire que θ qui contenait des ensembles de petits θ, c'est un ensemble de petits θ, alors il se peut qu'il y ait un singleton, ça veut dire une seule valeur de petit θ. Si tel est le cas, alors l'hypothèse elle est simple, sinon c'est une hypothèse composite. Et par exemple, si on a un test de la forme est-ce que θ égale à 1 ou non, l'hypothèse alternative H1, ça serait que θ est supérieur à 1, par exemple, supposons que des valeurs 1 ou supérieures à 1 peuvent arriver, alors laquelle est la simple, laquelle est la composite? Ça va être la simple, il y a une seule valeur, et là elle est composite puisque il peut y avoir des valeurs 2, 3, etc. Bon, toutes les valeurs d'un ensemble grand θ. Revenons aux notions d'erreur de test.
Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui peuvent arriver quand on fait un test. On peut accepter l'hypothèse à 0 alors que θ, le vrai θ, il est dans θ0. Ça veut dire là, l'ensemble correspond à 0. Donc on est en train d'accepter H0 alors qu'H0 est vrai. Très bien, ça c'est parfait. Deuxièmement, on rejette H0 alors que θ il est dans grand θ1. Ça veut dire que l'hypothèse H0 est fausse parce que ça c'est le domaine de l'hypothèse alternative. C'est le vrai domaine qu'on ne connaît pas, hein. Mais c'est le vrai domaine de l'hypothèse alternative parce qu'on ne connaît pas. On ne sait pas si le vrai θ il est là-dedans. C'est le vrai θ qu'on ne connaît pas. Dans ce cas-là, donc on est en train de rejeter l'hypothèse H0 alors qu'elle est fausse. Dans ces deux cas, donc, on prend une bonne décision. Mais il y a d'autres possibilités aussi, qui sont un peu les possibilités duales. Il est possible qu'en fait on rejette H0 alors que finalement H0 est vrai. Ça veut dire que le vrai θ il est dans θ0, mais nous on rejette H0. Il y a une possibilité aussi qu'on accepte H0 alors qu'en fait on est dans θ1. Ça veut dire que H0 est fausse, mais on l'accepte quand même. Et donc, il y a deux types d'erreurs différentes et on va en parler. Ils ont des noms et donc autant en parler. Donc, erreur de première et seconde espèce. L'erreur de première espèce, ou encore est dite erreur de type 1, correspond à la probabilité maximale, on va voir pourquoi on parle maximale, de rejeter l'hypothèse alors qu'elle est vraie. D'accord. Regardons ici, c'est la probabilité que X appartient à R, donc on est dans la région de rejet de test, mais sachant que θ c'est un élément de θ0. Et donc, elle est maximale, ça veut dire que c'est la probabilité, puisque nous, le θ, on ne le connaît pas, d'accord. Lorsque θ0 n'est pas un singleton, ce qui peut arriver assez souvent que ça soit un singleton, mais parfois il ne l'est pas. Et alors, on se dit, θ0, il a plein de valeurs possibles. Moi, je ne sais pas à quelle valeur correspond la réalité. Je vais dire quelle est la pire situation. La pire situation, c'est d'avoir ce sub sur θ. Et donc, c'est la probabilité que X soit dans la région de rejet, alors qu'en fait, θ, il est dans θ0. Il peut s'exprimer d'une autre manière, puisque ça, c'est la fonction indicatrice, ça, phi, c'est la fonction indicatrice de X. Ça veut dire, c'est l'espérance de la fonction indicatrice, enfin, de la fonction qui donne phi, qui donne le test. Ça, c'est l'erreur de type 1. Donc, l'hypothèse, elle est vraie, on la rejette quand même. Ça veut dire, on n'a pas on a été un peu trop peu prudent en rejetant une hypothèse qui était quand même bonne. On a juste vu des valeurs qui semblaient différentes, mais en fait, non, rien n'a changé. Mais nous, on a dit si ça a changé quelque chose. L'erreur de type 2, ça correspond à la probabilité maximale encore, toujours c'est en sub sur les θ1, d'accepter l'hypothèse alors qu'elle est fausse. D'accord. Ça veut dire la probabilité de dire X n'est pas dans la région de rejet, mais en fait, on devrait rejeter puisque la réalité, c'est dans θ. Et si vous voulez, ça c'est la même calcul nous dit que c'est l'espérance de A moins phi. Pourquoi on travaille avec Donc, il faut voir que la nature de ces deux erreurs, elle est un peu différente. Hein. C'est assez souvent l'erreur de type 1. Donc, à nouveau, ça correspond à quelque chose, à un test qui est un peu trop sensible, alors qu'on devrait garder ce qu'on sait. Tout d'un coup, on dit non, ça a changé, c'est pas ça. Alors que l'erreur de type 2, c'est qu'on n'est pas assez fin à distinguer la nouveauté. L'exemple, je ne sais plus d'où je l'ai pris, je ne l'ai pas inventé moi-même, le suivant, on se promène dans un bâtiment, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, parce que
confinement de Covid, autre chose, qu'est-ce que j'en sais. Et puis on voit, il y a un peu de fumée qui sort de quelque part. Bon, on se dit, bah, peut-être il y a un incendie, peut-être qu'il n'y a pas d'incendie. Donc, l'hypothèse nulle, ici, ça serait qu'il n'y a pas d'incendie. C'est normal, c'est l'hypothèse, c'est une continuation des hypothèses standards. L'hypothèse alternative, ça serait oui, il y a un incendie. Et donc, il se peut, par exemple, qu'il y ait un peu de fumée qui sort de, je ne sais pas, de voisin qui a cramé quelque chose, ou il y a effectivement un incendie. Et donc, quand on se dit, ah oui, en fait, oui, je crois qu'il y a un incendie. Donc, du coup, on va alerter tout le monde va sortir, etc., etc. D'accord. Donc, on est, et alors qu'il n'y avait pas d'incendie, on est dans l'erreur de type 1. L'erreur de type 1 va nous faire alerter les gens un peu trop vite, alors que finalement, il n'y avait pas d'incendie. L'erreur de type 2, ça serait de dire, alors qu'il y avait effectivement un incendie, de dire, non, finalement, c'est pas grave, probablement que c'est pas un incendie, on passe. On voit quelle est la plus grave. La plus grave dans ce moment-là, dans cet exemple-là, en tout cas, et assez souvent d'ailleurs, c'est l'erreur de type 2. À la limite, autant faire sortir tout le monde, c'est pas grave, ça sert comme un exercice. C'est pour ça qu'on fait à Dauphine parfois d'ailleurs, des exercices d'incendie. Et mieux vaut faire sortir tout le monde plutôt que risquer d'avoir un vrai incendie qui ne soit pas déclaré. Vous voyez, par exemple, Notre-Dame, par exemple, apparemment, il y a eu une alerte 20 minutes avant qui n'a pas été prise en compte. Là, c'est une erreur de type 2. C'était un vrai incendie, on a vu le dégât que ça a fait. On peut être sûr que c'était un incendie, alors que voilà, l'alerte n'a pas été donnée, elle a été donnée trop tard. Euh, Très bien. Donc, on s'intéresse bien sûr à bien calibrer et bien prendre en compte ces erreurs-là. Et pour revenir à la définition précise, comme on ne peut pas savoir quelle est la plus il n'y a pas de préférence entre les paramètres, ni sur θ0 ni sur θ1, alors on prend le sup ici. D'accord. Ok. Et donc, voilà, le langage courant, là, avec la Covid et tout, vous êtes spécialiste de faux négatifs, faux positifs avec les tests PCR et autres. Chaque fois qu'on fait un test à médecine, d'ailleurs, c'est ça le vocabulaire. Donc, commettre une erreur de première espèce, c'est un faux négatif. Et commettre une erreur de seconde espèce, c'est un faux positif. Et à nouveau, je vous réfère à l'exemple précédent de qu'est-ce que c'est un faux positif, qu'est-ce que c'est un faux négatif, par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, une erreur de première espèce, c'est un faux négatif. Si on se rappelle, c'est une probabilité de rejeter, c'est on rejette l'hypothèse alors qu'elle est vraie. Et l'erreur de seconde espèce, c'est le faux positif. On devrait rejeter l'hypothèse, on ne l'a pas fait. Si je reviens à l'interprétation médicale, le faux positif, c'est de se dire, ah, cette personne a le Covid alors qu'en fait, non, c'est négatif. Très bien. Assez souvent, θ0, c'est plus petit que θ1. Par exemple, lorsqu'on a vu θ0, ça peut être juste un nombre, alors que θ1, c'est le saut complémentaire, donc il y en a plein de choses. Et dans ce cas-là, par exemple, quand θ1 est le complémentaire θ0, θ0 c'est un nombre, θ1, par exemple, c'est tous les autres. Imaginons qu'il y a tout l'intervalle, c'est un segment, et θ0 c'est pile là, et les autres, c'est tout autour. Donc en fait, c'est autour de n'importe quel élément de θ0, il y a des éléments de θ1 qui sont très très proches. Et donc finalement, on peut s'imaginer que pour tout point de θ0, il y en a des suites de points de θ1 qui convergent. Et dans ce cas-là, il y a une relation assez simple entre les erreurs de première et seconde espèce, si on regarde leur définition, et si on dit que θ0 il est peu approché par des points de θ1, finalement on obtient à peu près les mêmes sup. Et donc, finalement, l'erreur de seconde espèce, ça va être 1 moins l'erreur de première espèce.
finalement, l'erreur de seconde espèce, il y en a une qui est inutile, quoi. Bon. Et donc, à cause de soupe, elle est trop agrégée, il y a trop de monde dedans, et c'est pas trop utile. D'accord. Et alors, pour pallier à ceci, on va introduire la fonction de puissance. C'est la puissance d'un test qui est quelque chose de local qui ne fait pas intervenir le soup. Très bien, donc qu'est-ce que c'est que la fonction de puissance de test? C'est une application aux valeurs en 0, 1. Elle est définie sur l'ensemble qui correspond à l'hypothèse alternative sur le θ1. Et pour tout élément de θ1, B de θ, ça va être la probabilité qu'on est dans la région de rejet. Ça veut dire que la probabilité qu'on rejette alors qu'on devrait rejeter. Quel serait l'idéal? Ça serait qu'on est à 100%. La fonction, la puissance, elle est bien quand elle est à 100%. Voyons, voilà, on peut regarder dans ce petit graphique que j'ai pris, je pense, de Wikipédia, et j'aime bien voilà, donner ces références. Wikipédia, c'est pas voilà, toujours les références scientifiques les meilleures, mais quand même, il faut reconnaître le travail qui est fait. Et donc, voilà, cette petit tableau simplifie un peu, explique un peu ce qu'on a fait. Donc, est-ce que l'hypothèse A0, si elle est vraie, on peut soit l'accepter, soit ne pas l'accepter. Donc, on prend une bonne décision ou non. Lorsque c'est un H1 qui est vrai, c'est le bêta qu'on a décrit tout à l'heure. Lorsque H1 est vrai, soit on prend la bonne décision et le risque, voilà, c'est un moins bêta, et puis le H0, si on accepte H0 alors qu'H1 est vrai, ça c'est le risque bêta. Continuons donc, c'est un peu plus en avant avec les zéros de première et deuxième espèce. Donc, comment on compare les tests entre eux? Donc, on a compris, on veut avoir des tests qui ont les moindres erreurs possibles. Donc, on veut que l'erreur de première espèce soit petite, on veut que l'erreur de deuxième espèce soit petite. Il y a des tests pour lesquels, par exemple, les tests triviaux qui acceptent ou qui rejettent toujours, auront, par exemple, des bonnes erreurs de première espèce et de mauvaises erreurs de seconde espèce. Regardons le Phi1. Donc, celle-là, il accepte systématiquement l'hypothèse. Il n'utilise même pas il n'utilise même pas les données. Alors, effectivement, l'erreur de première espèce, elle est très bien, puisque voilà, il ne se trompe jamais. Il accepte l'hypothèse quand elle est vraie. Quand elle n'est pas vraie, c'est pas grave. Donc, en particulier, quand elle est vraie, il ne dit jamais qu'elle est fausse. Donc, l'erreur de première espèce, elle est nulle, mais et l'erreur de seconde espèce aussi, elle est nulle, mais à cause du... Voilà. C'est le Phi2 qui a. Mais si on parle de Phi1, la puissance de Phi1, celle-là, elle est nulle aussi. Phi1, qui consiste à accepter toujours H0, même pas sans regarder les données, a une bonne erreur de première espèce, mais la puissance, elle est catastrophique parce que le bêta, il est nul. Il suffit de regarder la définition de bêta pour se convaincre. De la même manière, ça se passe pour Phi2, et donc comment on ne peut pas comparer les tests comme ça. Il faut y aller un peu plus en avant. Très bien. Et donc, la méthodologie qui est historiquement proposée par Neumann et d'autres d'ailleurs, dit il faut commencer par une. En gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire pour un test de regarder, donc erreur de première espèce, erreur de seconde espèce. Donc on est en train de regarder quelque chose en deux dimensions. Et comment on peut au mieux
ordonner les points de dimension. On ordonne une dimension, on ordonne la deuxième. C'est l'ordre lexicographique. Et dans ce cas-là, on dit le contrôle de l'erreur de première espèce, il est crucial. On va se concentrer sur celle-là. Et donc, on va construire ensuite des tests qui, étant donné une erreur de première espèce contrôlée, on va se débrouiller pour que le test soit le plus puissant possible. Et donc, ça veut dire que l'erreur de seconde espèce est la plus petite possible. Et donc, la formalisation que vous avez déjà vue, je pense, c'est la suivante. Donc, on prend alpha, un niveau de risque. Un test phi est de niveau alpha. Donc, attention, niveau, taille, etc. Donc, attention, niveau alpha. Si son erreur de première espèce est inférieure ou égale à alpha. Donc, pas nécessairement égal à alpha. Si l'erreur de première espèce est inférieure ou égale à alpha. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas toujours s'assurer que l'erreur de première espèce est pile égale à alpha. On ne peut pas toujours un test qui... on ne peut pas toujours imaginer un test que si je donne un alpha, il n'y a peut-être pas de test qui donne une erreur de première espèce pile égale à alpha, typiquement lorsqu'il y a des discontinuités. On verra des exemples. Oups, ça a un peu parti vite. Par contre, on dit que le test est de taille alpha si l'erreur de première espèce est pile égale à alpha. Donc, un test mesure est-ce que les observations soutiennent l'hypothèse A0. Et donc, c'est quoi de manière principale, comment ça peut, voilà, comment on peut faire. En fait, on doit dire si H0 est vrai, les valeurs normales qu'on pourrait obtenir sont cela. Et si on obtient une valeur qui n'est pas attendue, qui n'est pas typique, alors on va dire probablement qu'on n'est pas dans le cadre H0. Si les valeurs ont l'air des valeurs typiques, ben on ne va rien changer, on dit on conserve H0. Et donc, le niveau H0 ici, c'est le risque maximal que l'on accepte de prendre en rejetant à tort H0. Donc, si H0 est vrai, mais qu'on dit quand même, bon, prenons une variable normale, donc il y a toujours des valeurs très très atypiques. Si dès qu'on voit une valeur atypique, on rejette H0, on peut se tromper, on peut quand même être dans H0 et voir des valeurs atypiques. Ça, alpha, c'est le risque maximal qu'on accepte de prendre si on rejette à tort H0. Donc, A0, comme je disais, c'est une hypothèse qui est standard, communément admise, c'est une hypothèse de prudence qui ne change pas grand-chose, ou c'est une hypothèse sur laquelle on puisse travailler. Donc, assez souvent, H0, c'est quelque chose qui continue, qui ne représente pas de nouvelles. C'est H1 qui a la nouvelle. A0, ça dépend de quelle est la vision qu'on a sur un problème. Un exemple concret, donc on prend un polluant dans les déchets produits par une usine et supposons que le polluant devient dangereux et à la limite légale de 6 mg par kilogramme, par kilogramme de déchets. Et donc on se dit, on va faire quelques prélèvements et on observe une moyenne empirique de 7. Et puis un écart type de 2,4. Et on va supposons que de toute façon, il s'agit d'aléas gaussiens. Ça veut dire, on observe x1, x2, x20 qui sont répartis sur une gaussienne mu et sigma carré, et les inconnus sont mu et sigma carré. C'est ça le θ. Quelle est la vision des choses? Donc le directeur, le plus grave, c'est que de l'accuser à tort, de se dire, en fait, en pratique, en réalité, le niveau de polluant, c'est pas trop élevé, mais la conclusion, ça serait que oui, il est élevé.
Ça, c'est l'erreur qui l'intéresse de combattre, lui. Et donc, lui, il a choisi comme hypothèse H0 mu inférieur à 6, c'est l'hypothèse la plus standard. L'usine n'a jamais produit trop de pollution et il continue à jamais en produire. Donc ça, c'est son hypothèse de base. Et H1, l'hypothèse alternative, oui, il y a un accident et on a produit un peu plus. L'écologiste, lui, et donc, de cette manière, lui, il justifie l'erreur de type 1. Voilà. Pour lui, l'erreur la plus grave, comme on disait, c'est l'erreur de type 1, et c'est pour ça qu'il ordonne comme ça, à 0, mu inférieur à 6. Maintenant, l'écologiste, il se dit, bah, si jamais c'est plus de 8, là, il y a vraiment danger. On sait que ça a, par exemple, des effets néfastes sur la santé, sur le climat, etc. Lui, il dit, c'est le plus grave de se dire que, de laisser faire, de se dire que oui, il n'y a pas de problème alors qu'il y en a. Donc, lui, pour lui, H0, il se dit, c'est mu, il est supérieur à 8, alors l'hypothèse alternative, mu inférieur à 8. Donc, lui, il voudrait se convaincre qu'il n'y a pas lieu à cette usine de se poser des questions concernant les déchets. Donc on voit que les hypothèses sont un peu différentes dans les deux cas.